Urgent, ceci est pour Kiev. Une vengeance infernale de la part des nôtres. Après l'attaque la plus massive contre l'Ukraine, les Russes ont reçu une riposte sévère directement sur le front. Les forces de défense ukrainiennes ont infligé un véritable enfer aux occupants près de Chassiv Yar en un éclair. Plus de 20 Russes avançaient à découvert depuis la direction de Bakhmut. La reconnaissance a repéré la cible, l'artillerie et les drones ont neutralisé l'ennemi, tout a été exécuté de manière coordonnée. Les défenseurs ukrainiens sont passés en mode de rage maximale. Pour chaque frappe contre nos villes, la Russie paie par des montagnes de fer brûlé et des milliers de vies. Des essaims de drones FPV ont transformé les blindés d'élite des envahisseurs de Poutine en ruines fumantes. Les forces armées ukrainiennes ont remporté la victoire sur les troupes d'occupation dans la direction d'Alexandrovsk du front. Les assauts russes menés avec des blindés et des vagues humaines se sont ici pratiquement essoufflés. Selon le commandant en chef Oleksandr Syrsky, une catastrophe nucléaire a frappé la Russie. Poutine a tenté de le cacher, mais les caméras ont tout filmé. Le Sarmat a encore échoué. La terrible vérité a éclaté au grand jour. Les généraux du Kremlin ont eu les jambes coupées après un tel échec. L'arme miracle de Poutine s'est révélée être une coquille vide. Tout cela, c'est dans la suite. Regardez jusqu'au bout. L'Ukraine vous salue aujourd'hui. Renata Aslanova et les derniers événements. Le Kremlin est en pleine hystérie. La superfusée de Poutine s'est une fois de plus couverte de ridicule. Moscou claironne le lancement réussi du monstre lourd Sarmat, tandis que le dictateur illégitime aurait savouré le décollage en ligne, couvrant de compliments le commandant des forces de missiles stratégiques, Sergueï Karakayev. Mais derrière la façade des rapports triomphants se cache quelque chose d'effrayant. Le Sarmat est en souffrance depuis déjà 13 ans. On tente de ressusciter l'ancien voïvoda, mais la fusée refuse obstinément de voler. Le dernier test, c'était un véritable cirque sanglant. En novembre 2025, cette arme miracle s'est écrasée après seulement 1 minute de vol. Poutine continue de nourrir le monde de fables sur ce complexe ultra puissant alors qu'il avait promis la mise en service opérationnelle dès 2023. Le pouvoir a déjà menti 6 fois et maintenant une nouvelle échéance a été fixée, d'ici la fin de l'année. Mais les experts tirent de la sonnette d'alarme. Derrière cette fanfaronnade se cache un fiasco catastrophique. Le chroniqueur Ivan Yakovina a remarqué un détail sensationnel. Autrefois, les généraux débordirent d'enthousiasme en annonçant que les ogives avaient atteint leur cible. Mais cette fois, Karakayev avait l'air effrayé. Son rapport était étrangement court. Le lancement a été un succès. La mission est accomplie. Et pas un mot sur le fait de savoir si le missile a touché quoi que ce soit. Un silence de mort au lieu d'un triomphe. C'est très étrange. Si le vol du missile s'était déroulé normalement et que les ogives factices avaient atteint les cibles d'entraînement, le chef des forces de missiles stratégiques s'en serait forcément vanté. Après tout, son travail n'est pas seulement de lancer des missiles, mais de livrer les ogives sur les cibles. En ce sens, une arrivée précise est bien plus importante pour lui qu'un beau lancement. De plus, un expert fait remarquer que dans l'une des vidéos techniques du lancement, la télémétrie du missile s'interrompt de façon suspecte. Peut-être juste une brève panne, ou peut-être quelque chose de plus grave. Yakovina est convaincu que la tentative honteuse avait été préparée pour le 9 mai, en fermant le ciel de la région polaire à la Kamtchatka. Mais ce n'est qu'après 3 jours d'un silence de plomb que l'on a commencé à parler de succès. Je suis presque certain que le missile a été lancé le 9 mai et qu'il a même décollé. Mais ensuite, durant l'ascension, un imprévu est survenu et l'engin a explosé à nouveau avant d'atteindre sa cible. Pendant 3 jours, dans l'attente d'être démasqué, le Kremlin a scruté frénétiquement la presse et les blogs occidentaux, craignant de voir des images de son humiliation. Et lorsqu'il est devenu évident que tout était clair, qu'il n'y avait rien d'anormal, Poutine a donné son feu vert pour la diffusion de la vidéo du décollage et a écouté un rapport vide de sens. Formellement, ils n'ont pas menti. La fusée a effectivement quitté le sol, mais l'endroit où elle a terminé sa trajectoire reste un mystère. Bien sûr, Poutine aurait adoré arracher la tête de ce Karakayev pour un nouvel échec des essais du Sarmat. Mais il a désespérément besoin en ce moment d'au moins un succès stratégique retentissant. C'est pourquoi il a monté cette comédie avec un lancement soi-disant réussi, mais sans que la fusée atteigne réellement sa cible. Le directeur du Centre de lutte contre la désinformation, Andriy Kovalenko, a déclaré que les dernières déclarations du Kremlin sont un moyen de détourner l'attention des échecs sur le front. Actuellement, la Russie manque de succès sur le front et doit faire peur autrement. De plus, Poutine met la pression à fond et affirme que le Poséidon et le Bourevestnik seront bientôt en service opérationnel. En réalité, même les Russes ne croient plus à ces absurdités. Avec eux, l'histoire est similaire. Poutine avait déjà annoncé ces 2 systèmes en 2018 lors de son discours devant l'Assemblée fédérale. Mais aucune d'elles n'est jamais entrée en service opérationnel.
Il semble que la superarme du Kremlin ressemble de plus en plus à un mythe de propagande bruyant qui s'effondre constamment sous nos yeux. Et ce n'est que le début. Le conte du leader invincible est terminé. Des experts militaires ont révélé une vérité choquante. Le dictateur se trouve dans la position la plus pitoyable et la plus critique de tout son règne. Le front craque et le trône politique vacille sous Poutine. En quoi consiste exactement la vulnérabilité de l'agresseur et pourquoi son effondrement stratégique est-il inévitable? Regardez le reportage. Le défilé militaire du 9 mai, où le Kremlin tente traditionnellement de présenter au monde l'image d'un pays fort et invincible, a révélé la dégradation de la Russie, affirment les services de renseignement britanniques. L'absence de matériel, la réduction du nombre d'invités et de participants, le blocage des communications mobiles et d'Internet, tout cela témoigne de l'épuisement des ressources de Moscou et de la peur face à l'Ukraine. La réduction de l'ampleur du défilé est probablement liée à la menace que représentent les drones ukrainiens et au manque de matériel militaire en raison de l'agression contre l'Ukraine. Il est tout à fait probable que le caractère sobre du défilé reflète la faiblesse d'une direction vieillissante qui ne comprend pas comment faire face de manière adéquate à la menace des drones ukrainiens. Extrait d'un rapport du renseignement militaire britannique sur le réseau social X. Moscou ne ressemble plus à une ville isolée de la guerre, note The New York Times. L'ampleur, la portée et l'intensité des frappes de Kiev contre des cibles situées en plein cœur de l'arrière russe augmentent, écrit The Economist. En mars 2026, l'Ukraine a pour la première fois dépassé la Russie en nombre d'attaques de drones longue portée. Les forces de défense ukrainiennes frappent des cibles militaires et stratégiques russes situées à près de 2000 km de la frontière. Cela signifie que 70% de la population russe se trouve désormais à portée des drones ukrainiens. Après avoir traversé un hiver rigoureux, durant lequel ces villes et son système énergétique ont été presque chaque nuit la cible d'attaques massives de drones et de missiles russes, l'Ukraine est en train de renverser la situation. Par presque chacune de ses actions, elle inflige à la Russie des dommages de plus en plus importants. Extrait d'une publication de The Economist. En Russie, on commence également à comprendre progressivement que Poutine n'est pas capable de gagner la guerre contre l'Ukraine, affirme l'opposant russe Garry Kasparov. Et cela, selon la tradition politique russe, est toujours perçu comme une menace pour le régime. Il est évident qu'il se passe quelque chose, c'est pourquoi apparaissent différents signes, des problèmes économiques ou militaires. Mais il me semble que le principal problème est psychologique et il est très important. Il réside dans le fait que la tradition russe ne pardonne pas aux tsars ou aux dictateurs une guerre perdue. Nous ne comprenons pas ce qu'il en est des masses, mais pour les élites, c'est évident. Au sein de l'élite, l'opinion émerge que pour sauver le régime, il faut écarter Poutine. Garry Kasparov, homme politique d'opposition russe. Dans un commentaire aux médias ukrainiens, les échecs militaires et économiques du Kremlin, la confiscation des entreprises et les sanctions ne plaisent pas du tout aux oligarques russes. Et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles les fonctionnaires, les hommes d'affaires et les gouverneurs ne considèrent plus les actions du régime comme un projet commun, écrit The Economist. Auparavant, la guerre de la Russie contre l'Ukraine était leur objectif commun. Désormais, on l'appelle de plus en plus souvent l'affaire personnelle de Poutine. Moscou a perdu les marchés occidentaux, ce qui a entraîné une baisse des exportations et aggravé la crise économique. Et tous les Russes ressentent ces conséquences, tout comme les résultats de l'ingérence des autorités dans la vie privée des citoyens. Par exemple, à travers la limitation d'Internet et la censure. Auparavant, le consensus russe était que l'État ne s'immisçait pas dans la vie des gens, et eux ne s'immisçaient pas dans la politique. Mais désormais, l'État propose aux citoyens la répression sans rien offrir en retour. Et si Poutine part, la Russie ne sera plus la Russie. Ce sera un autre État, ce sera quelque chose de différent. Et bien sûr, Poutine ne veut pas montrer la défaite, il veut tout de même atteindre la ligne de la victoire et souhaite au moins s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Et en ce moment, il lui reste encore quelques années pour y parvenir. Il n'y parvient pas comme il le voudrait. Mais il continue tout de même dans cette direction. Et nous savons que, même d'un point de vue historique, la Russie n'a jamais pris en compte ses pertes. Elle est toujours allée jusqu'au bout. Et le régime va soit s'effondrer vraiment, soit simplement se désintégrer, soit ils vont détruire des millions de leurs propres citoyens en Ukraine. La poursuite de la guerre contre l'Ukraine est devenue pour le régime de Poutine une question de survie. The Wall Street Journal souligne que seule la perspective d'une défaite totale peut pousser la direction russe à renoncer à ses ambitions envers l'Ukraine et l'Europe. Karina Laloyan pour la chaîne Freedom.
Poutine est furieux. Après un défilé honteux, le dictateur a déclaré la guerre à l'Arménie. Erevan est menacé d'un enfer à l'ukrainienne. Le Caucase s'éloigne définitivement de la Russie. Pourquoi le bluff de Poutine et ses menaces creuses ne fonctionnent-ils plus? Et comment l'Arménie fait-elle échouer les plans d'une pseudo-empire affaibli? Regardez la suite. Si l'Arménie soutient l'intégration européenne lors du référendum, elle pourrait suivre le même chemin que l'Ukraine. C'est ce qu'a déclaré le dictateur du Kremlin, ajoutant que si le pays décidait d'adopter une orientation politique européenne, il devrait soi-disant tenir compte de l'avis de Moscou. Poutine a rappelé que l'Ukraine avait, elle aussi, décidé de rejoindre l'Union européenne et que c'est précisément cela qui avait conduit au déclenchement des hostilités et à l'invasion à grande échelle des troupes russes. Le chef du Kremlin a averti que l'Arménie suit actuellement la même voie et qu'il vaudrait mieux ne pas le faire. Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que l'ingérence extra-régionale dans la région du Caucase du Sud est irresponsable et destructrice, et vise à semer la discorde entre les pays du Caucase du Sud et la Russie. Le ministère russe des Affaires étrangères a menacé de représailles, affirmant qu'une intervention occidentale pourrait avoir les conséquences les plus négatives pour la stabilité, la sécurité et le développement économique régionaux et entraîner une escalade incontrôlée des tensions dans la région. D'après un rapport de l'Institut pour l'étude de la guerre, le 5 mai, le premier sommet bilatéral entre l'Arménie et la Russie s'est tenu à Erevan, UE. Son principal résultat fut la proclamation d'un partenariat fondé sur des liens mutuels. Bruxelles et Erevan ont l'intention de développer des réseaux de transport, d'énergie et numérique dans le cadre de l'initiative européenne mondiale Global Gateway. Une étape importante sera le soutien de l'Union européenne pour la restauration de 3 points de contrôle clés aux frontières de l'Arménie avec la Turquie et l'Azerbaïdjan. Erevan et Bakou tentent de construire la paix après des décennies d'hostilité à cause du Haut-Karabakh. Le conflit s'est terminé en 2023 par le passage complet du Karabakh sous le contrôle de Bakou. Parallèlement, l'Arménie s'est entendue sur la normalisation de ses relations avec la Turquie voisine. Selon les analystes, la principale entrave à une intégration économique profonde avec l'Europe reste la dépendance commerciale de l'Arménie vis-à-vis de la Russie. Néanmoins, il existe un potentiel pour surmonter cet obstacle. La Russie est empêtrée en Ukraine. Elle n'a pas les moyens d'influencer ses voisins, ni de maintenir le même niveau de présence militaire et diplomatique là-bas. C'est pourquoi, peut-être, certains pensent en ce moment que c'est maintenant ou jamais. C'est pourquoi nous voyons que tant l'Azerbaïdjan que l'Arménie essaient de plus en plus de diversifier leurs contacts diplomatiques. L'Azerbaïdjan est dans une position plus avantageuse car il bénéficie de la protection de la Turquie, d'une alliance avec la Turquie. La situation de l'Arménie est plus compliquée. Elle est entourée de pays musulmans, n'a pas d'accès à la mer et l'Europe est loin. Mais malgré tout, elle essaie de le faire, de se rapprocher de l'Occident, de l'Europe, car elle comprend qu'avec la Russie, l'avenir est soit très incertain, soit même tout simplement impossible pour elle. Outre l'Arménie, la Russie formule également des revendications à l'égard de la Finlande. Le dictateur du Kremlin s'est demandé pourquoi ce pays avait rejoint l'OTAN. En effet, selon lui, la Russie n'aurait prétendument aucun différend territorial avec la Finlande. Le dictateur accuse également les Finlandais de construire une frontière le long de la rivière Sestra et affirme qu'auparavant, il s'attendait à l'effondrement de la Fédération de Russie. Cette déclaration intervient alors que la construction de la clôture à la frontière avec la Russie se poursuit, un projet qui devrait être achevé d'ici la fin de l'année. Dans le même temps, l'ambassadeur de la Fédération de Russie en Finlande, Pavel Kuznetsov, a précédemment déclaré que l'adhésion du pays à l'OTAN avait transformé la région de la Baltique en une soi-disant zone de potentielle escalade. Kuznetsov a menacé la Finlande et l'Alliance dans son ensemble, affirmant que la Russie, selon lui, serait contrainte de répondre au renforcement des ressources matérielles et humaines de l'OTAN ou au déploiement d'armes nucléaires en Finlande. Selon lui, la réponse de la Russie sera appropriée, mais pas nécessairement symétrique. Les menaces russes à l'encontre des États membres de l'OTAN visent à inciter l'Occident à faire preuve de retenue, et les déclarations russes concernant des menaces imaginaires émanant de l'OTAN ont pour but de créer des conditions informationnelles afin de justifier et de soutenir une confrontation géopolitique à long terme présumée avec l'Occident. Extrait du rapport de l'Institut pour l'étude de la guerre. Moscou a également tenté de menacer Kiev. Le ministère russe des Affaires étrangères a appelé les diplomates européens à évacuer la capitale ukrainienne, car le Kremlin menaçait de frapper les centres de décision si jamais des drones ukrainiens venaient à perturber le défilé militaire.
Le chef du ministère allemand des Affaires étrangères, Jochen Wadephul, a souligné que de telles déclarations ne sont rien d'autre que de la panique qui s'est emparée de Moscou, car il n'est plus possible de dissimuler les conséquences de l'interminable série d'erreurs graves de Poutine. Et ce 9 mai, ainsi que l'hystérie que les autorités officielles russes et la propagande russe ont déclenchée la veille, ont encore davantage mis à nu et révélé de façon visible l'absence totale de perspective, l'impasse et, dans une certaine mesure, l'épuisement de ce discours propagandiste. On aimerait espérer que cet épuisement du discours commence à se faire sentir, y compris à l'intérieur même de la Fédération de Russie. La Russie tente de retenir les pays voisins par des menaces et du chantage, mais de plus en plus d'États choisissent une autre voie, la coopération avec l'Europe et la prise de distance vis-à-vis de Moscou. Les pressions, les déclarations concernant les lignes rouges et les tentatives d'influencer les décisions des pays souverains confirment que le Kremlin perçoit tout choix indépendant de ses voisins comme une menace pour sa propre influence. Karina Laloyan pour la chaîne Freedom TV. Choc! La Russie vend de l'or. Poutine tente de sauver les finances publiques. Le système est fissuré. La pression de l'Occident s'intensifie, les sanctions étranglent l'économie et l'or est vendu aux enchères. Zelensky appelle les alliés à renforcer la pression afin de forcer le Kremlin à mettre fin à la guerre. La Suède a intercepté un pétrolier sous sanctions en mer Baltique. Le ministre suédois de la protection civile, Carl Oskar Bolin, a déclaré que le navire est soupçonné d'appartenir à la flotte fantôme de la Russie. Il naviguait sous pavillon syrien et sa destination était inconnue. C'est ce qu'a indiqué la garde côtière suédoise. Une enquête préliminaire a été ouverte concernant le navire intercepté pour son inaptitude à la navigation, car il figure sur plusieurs listes de sanctions, notamment celles de l'UE, de l'Ukraine et du Royaume-Uni. Cette année, la Suède a intercepté 5 navires soupçonnés de diverses infractions, notamment des déversements de pétrole et la navigation sous pavillon étranger, et a également ouvert une procédure pénale contre certains membres d'équipage. Les gardes-côtes suédois soupçonnent que le navire navigue sous un faux pavillon, car il existe plusieurs incertitudes concernant le statut de son pavillon et, par conséquent, il ne répond pas aux exigences de navigabilité fixées par les normes et accords internationaux. Extrait de la déclaration publiée sur le site des gardes-côtes suédois. L'Ukraine appelle à renforcer les sanctions contre la flotte fantôme de la Russie. Pour un blocus efficace, il faudrait bloquer encore de 200 à 400 navires, notent les experts, ainsi que synchroniser les frappes contre le secteur de la défense du Kremlin. Une telle mesure devrait priver Moscou de l'accès à 400 milliards de recettes en devises et la priver de technologie pour la production d'armes. C'est précisément ce secteur sur lequel nous devons exercer une pression en priorité. En ce qui concerne la taille de la flotte fantôme russe, il s'agit d'environ 20% de l'ensemble de la flotte mondiale de pétroliers. La Russie change constamment les pavillons, l'immatriculation des navires, leurs équipages, les noms, etc. Il est nécessaire de surveiller et de suivre en permanence le nombre de ces pétroliers, ce qui est assez difficile. Igor Krupko, chef du département analytique du réseau HANTS. L'importance du renforcement des sanctions européennes a été soulignée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors de son intervention au sommet de la communauté politique européenne à Erevan. Selon lui, les objectifs de la partie ukrainienne restent inchangés. Rapprocher une fin digne à la guerre, renforcer la défense anti-aérienne ukrainienne et le soutien énergétique, ainsi qu'accélérer la mise en œuvre du crédit européen de 90 milliards d'euros. Cet été sera le moment décisif, l'instant où Poutine décidera de la suite, poursuivre la guerre ou passer à la diplomatie. Et nous allons le pousser vers la diplomatie. Il a été annoncé que le défilé du 9 mai à Moscou se tiendra sans passage de matériel militaire. Si cela se produit, ce sera la première fois depuis de très nombreuses années qu'ils ne pourront pas se permettre de faire défiler du matériel militaire lors du défilé. Et le fait que nos drones puissent bourdonner au-dessus de la place rouge montre notre force et nous devons continuer à faire pression sur eux avec des sanctions. Alors que l'Ukraine renforce sa défense contre l'agression russe, le Kremlin souffre des sanctions et tente de combler les trous dans son budget. Pour cela, le dictateur russe Poutine a signé une loi sur la création d'une 6e zone de jeu afin de remplir le budget grâce aux taxes sur les jeux d'argent, rapporte The Moscow Times. Les nouveaux casinos seront situés dans la République de l'Altaï, sur le territoire d'une station de ski. L'initiative est apparue dès la fin de l'année dernière, émanant du ministère des Finances de la Fédération de Russie.
Ils ont justifié cela en affirmant que les casinos aideraient au développement de la région et créeraient des emplois. L'année dernière, le Trésor fédéral a enregistré un déficit de plus de 8 000 milliards de roubles. Et au premier trimestre 2026, le déficit a dépassé 4 600 milliards de roubles. En 3 mois, ils ont déjà un déficit supérieur à ce qu'ils avaient prévu pour l'ensemble des 12 mois de cette année 26. Et voici encore un autre critère objectif. C'est l'état des budgets régionaux en Russie. C'est parti de la fédération où l'on constate qu'il n'y a même pas d'argent pour l'essentiel, alors qu'il existe toujours dans le système budgétaire la notion de fonds de réserve, justement pour pouvoir éliminer rapidement les conséquences de certains cas de force majeure. Ainsi, nous voyons qu'il n'y a même pas d'argent pour éliminer les conséquences au Daghestan de ces fortes précipitations qui sont tombées là-bas et qui ont provoqué des catastrophes naturelles. En essayant de sauver le Trésor fédéral, la Russie vend l'or qu'elle a accumulé pendant 20 ans, rapporte le service de renseignement extérieur de l'Ukraine. Les premières ventes des réserves d'or ont commencé en novembre 2025. La Banque centrale a, pour la première fois, commencé à vendre de l'or directement à des acheteurs nationaux, des banques, des entreprises d'État et certaines structures d'investissement. Ce n'est pas une catastrophe immédiate, mais le signal est important. Un pays qui, pendant des années, a présenté l'accumulation de réserves comme un signe de puissance, les dépense désormais. La marge de manœuvre budgétaire se réduit et le simple fait de passer à la vente confirme ce que Moscou préférerait taire. La stabilité financière du système a disparu. Extrait d'une déclaration publiée sur le site du service de renseignement extérieur de l'Ukraine. La détention de pétroliers de la flotte de l'ombre, le renforcement des sanctions et la pression financière réduisent progressivement les possibilités pour le Kremlin de contourner les restrictions. Et tandis que Moscou tente de colmater le budget en vendant de l'or et en cherchant de nouveaux schémas, la pression internationale ne fait que s'accentuer, rapprochant le moment où les ressources économiques pour poursuivre la guerre deviendront extrêmement limitées. Karina Laloyan pour la chaîne Freedom. Et vous, que pensez-vous des derniers événements? Commentez, likez et suivez l'actu, c'est juste le début.